Le millionnaire voit la cuisinière cacher son bras et la raison la fait pleurer. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Du haut de son triplex à Neuilly-sur-Seine, quartier huppé de Paris, François Lemercier contemplait la ville qui s'étendait comme un tapis de lumières à ses pieds. À 52 ans, cet entrepreneur immobilier avait amassé une fortune qui permettrait à n'importe qui de vivre plusieurs vies de luxe. Pourtant, ce que personne ne voyait derrière ses fenêtres de verre blindé était un homme consumé par la solitude. L'appartement de 800 mètres carrés, décoré par les plus grands designers d'intérieur du pays, ressemblait davantage à un musée qu'à un foyer. Des œuvres d'art signées par des artistes français renommés comme Matisse et Soulages ornèrent les murs d'un blanc immaculé. Le mobilier entièrement importé d'Italie restait impeccable, comme si personne ne l'utilisait vraiment. François passa ses doigts sur le plateau de marbre de la table à manger, qui pouvait accueillir 12 personnes, mais qui n'avait jamais reçu plus de 2 ou 3 invités d'affaires. L'écho de ses pas sur le parquet noble était sa seule compagnie durant les nuits de plus en plus longues. « Monsieur Lemercier, souhaitez-vous que je serve le dîner maintenant ?» La voix de Carmen, la gouvernante qui travaillait pour lui depuis près de 20 ans, interrompit ses pensées. « Je n'ai pas faim, Carmen. Vous pouvez rentrer chez vous. » La dame aux cheveux gris hésita un moment, l'inquiétude évidente dans son regard. « Vous avez à peine touché au déjeuner. Ce n'est pas bon pour votre santé. Je vais bien, juste un peu fatigué. Je me rattraperai demain. » François força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « S'il vous plaît, prévenez Louis que je n'aurai pas besoin de la voiture demain. Je travaillerai de chez moi. » Après le départ de Carmen, François se servit un whisky hors de prix, cadeau d'un associé, et s'assit dans son fauteuil en cuir qui donnait vue sur le bois de Boulogne. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles lointaines, si proches et pourtant si lointaines. Son téléphone vibra. C'était Marcel, son ex-femme. « François, je dois confirmer si tu viendras à la remise des diplômes de Julie. » Elle demande. La mention de sa fille éveilla une pointe de culpabilité. Julie avait seulement 12 ans quand leur mariage s'était terminé. Maintenant, à 22 ans, diplômée en droit, elle était pratiquement une étrangère pour lui. « Bien sûr que j'y serai, Marcel. J'ai déjà acheté son cadeau. » Un mensonge, il avait complètement oublié. « Parfait. C'est important pour elle, François. Ne reporte pas cette fois. » L'appel se termina, laissant un silence encore plus lourd dans l'appartement. François but le whisky d'un trait, sentant le liquide brûler sa gorge. Les murs semblaient se refermer autour de lui. L'empire qu'il avait construit, Lemercier Immobilier, était l'un des plus grands du secteur en France. Commençant comme agent immobilier à 18 ans, François avait un talent naturel pour les affaires et une ambition qui l'avait mené au sommet. Quand le boom immobilier avait frappé Paris dans les années 2000, il était idéalement positionné pour en tirer profit. Ses projets de luxe avaient transformé des quartiers entiers, lui rapportant des millions et le surnom de roi du mètre carré dans les magazines économiques. Mais le succès avait eu son prix. Le mariage fut la première victime. Les heures interminables au bureau, les voyages constants, la pression des affaires. Marcel avait tenu 15 ans avant de demander le divorce. Puis vinrent les amis, qui s'éloignèrent progressivement, lassés des rendez-vous annulés et des conversations qui ne tournaient qu'autour de l'argent et des investissements. François se leva et marcha jusqu'à sa chambre. Il ouvrit l'armoire où il gardait une collection de montres, évaluée à plus de 2 millions d'euros. Il prit une Patek Philippe et observa les aiguilles marquant les heures, pensant au temps qu'il avait gaspillé à poursuivre des choses qui semblaient maintenant vides. L'appartement disposait d'un système de sécurité de dernière génération, caméra, détecteur de mouvement, porte blindée. François était protégé de toute menace extérieure, mais rien ne pouvait le protéger du vide qu'il ressentait à l'intérieur. Le lendemain matin, François fut réveillé par la sonnerie insistante du téléphone. C'était Antoine, son assistant personnel. « Monsieur Lemercier, je suis désolé de vous déranger si tôt, mais nous avons un problème avec Carmen. » François s'assit dans son lit, soudain alerte. « Que s'est-il passé ?» « Elle a fait une chute et s'est fracturé la hanche. Elle est hospitalisée et aura besoin de quelques mois pour se rétablir. » La nouvelle frappa François comme un coup de poing. Carmen était plus qu'une employée.
Elle était la personne la plus proche d'une famille qu'il avait eue ces dernières années. Dans quel hôpital est-elle? Je vais faire venir les meilleurs médecins. Je m'en suis déjà occupé, monsieur. Elle est à l'hôpital américain. Le problème est que nous aurons besoin de quelqu'un pour la remplacer pendant sa convalescence. François passa la main dans ses cheveux grisonnants aux tempes. Trouvez quelqu'un, Antoine. Quelqu'un de confiance. J'ai déjà une recommandation. Une dame nommée Thérèse Dubois. Elle a travaillé pour la famille Durand pendant des années. D'excellentes références. Parfait. Engagez-la alors. Il y a juste un détail. Antoine hésita. Elle n'est pas gouvernante, mais cuisinière. Nous aurions besoin d'une autre personne pour les autres tâches de la maison. François soupira. L'idée d'avoir des étrangers envahissant son espace personnel le dérangeait profondément. Sa maison était son refuge, le seul endroit où il n'avait pas besoin de maintenir les apparences. Pour l'instant, engagez uniquement cette cuisinière. Je verrai comment ça fonctionne avant de faire venir plus de monde. Cet après-midi-là, alors qu'il travaillait dans son bureau à domicile, François entendit l'interphone. Antoine était arrivé avec la nouvelle employée. Il descendit à contre-cœur pour les accueillir. Thérèse Dubois était une femme noire d'âge moyen, avec un sourire chaleureux qui illumina le hall d'entrée dès qu'elle y posa le pied. Elle portait un chemisier imprimé coloré et un jean simple. Ce qui attira immédiatement l'attention de François fut son bras gauche, qui était enveloppé dans un tissu imprimé, attaché comme une écharpe improvisée. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur le Mercier. » Sa voix avait un léger accent provençal qui apportait une musicalité réconfortante. « Antoine m'a beaucoup parlé de vous. » François tendit la main mécaniquement, observant toujours le bras couvert. « Bienvenue, madame Dubois. J'espère que vous vous adapterez bien. Appelez-moi Thérèse, je vous en prie. » Elle sourit à nouveau, ignorant complètement le regard curieux qu'il portait sur son bras. « Et ne vous inquiétez pas, je vous promets que vous vous adapterez bien à ma cuisine. On dit que j'ai des mains bénies pour la cuisine. » Il y avait quelque chose dans la présence de cette femme qui semblait réchauffer l'atmosphère. Une vitalité qui contrastait fortement avec l'ambiance, froide et stérile de l'appartement. « Je vais vous montrer la cuisine, » dit François, se surprenant lui-même par ce geste. Normalement, il aurait laissé Antoine s'en charger. « Merveilleux !» s'exclama Thérèse, le suivant d'un pas léger. « J'ai hâte de voir où je vais créer mes magies culinaires. » Tandis qu'ils marchèrent dans le couloir, François remarqua que pour la première fois depuis longtemps, l'écho de ses pas n'était pas le seul son dans cet appartement. Et curieusement, cela ne le dérangeait pas autant qu'il l'aurait cru. La cuisine de l'appartement de François était un espace impeccable, avec des appareils électroménagers de dernière génération qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Des comptoirs en marbre italien reflétaient la lumière qui entrait par les larges fenêtres, et les armoires en bois noble renfermaient des services complets de vaisselle et de couverts qui voyaient rarement la lumière du jour. Thérèse fit le tour de l'espace, les yeux brillants, touchant doucement les surfaces comme si elle se trouvait dans un temple sacré. Son bras droit gesticulait avec animation, tandis que le gauche restait immobile, protégé par le tissu coloré. Mon Dieu, quelle cuisine merveilleuse! On dirait celle des magazines. Elle ouvrit quelques tiroirs et armoires, inspectant le contenu. Mais il manque une âme ici, monsieur le Mercier. Une cuisine sans usage, c'est comme une église sans fidèles. François l'observait, intrigué par la familiarité avec laquelle Thérèse se déplaçait dans l'espace, comme si elle le connaissait depuis des années. Il y avait quelque chose de déconcertant dans sa présence, une authenticité qu'il rencontrait rarement dans son cercle social. « Généralement, je commande des repas de restaurant », expliqua-t-il, se sentant étrangement obligé de justifier l'état immaculé de la cuisine. « Je n'ai pas beaucoup de temps pour des repas élaborés. » Thérèse secoua la tête, comme une enseignante face à un élève qui a donné une mauvaise réponse. « Le temps, on ne l'a pas. On le fait, monsieur. Le Mercier. Et la nourriture de restaurant ne réchauffe pas l'âme. Vous avez besoin de vraie nourriture faite avec amour. » Avant que François ne puisse répondre, Thérèse ouvrait déjà le réfrigérateur, examinant son contenu limité. Quelques bouteilles d'eau, des fruits importés et des restes de plats à emporter coûteux. « Je vais devoir faire des courses. De toute urgence. Il n'y a même pas de quoi faire un petit déjeuner décent. »
Elle ferma le réfrigérateur et regarda François avec détermination. « Avez-vous des restrictions alimentaires? Quelque chose que vous n'aimez pas ?» La question prit François par surprise. Personne ne s'était soucié de ses préférences depuis si longtemps qu'il s'en souvenait à peine. « Je n'aime pas l'aubergine, » répondit-il finalement, se sentant presque enfantin. « Et je préfère les viandes bien cuites. » Thérèse sourit comme si cette information était un trésor précieux. Notez, pas d'aubergine et viande bien cuite. Maintenant, permettez-moi de faire une liste de courses. Dès demain, je commencerai à donner vie à cette cuisine. Quand Thérèse se tourna pour prendre un bloc-notes qu'elle avait repéré sur le comptoir, François ne put contenir sa curiosité concernant le bras bandé. Mais quelque chose dans la façon dont elle se déplaçait, protégeant naturellement cette partie de son corps, l'empêcha de poser la question. Il y avait une dignité silencieuse dans ce geste qui exigeait le respect. Le lendemain, François se réveilla avec un arôme qu'il n'avait pas senti depuis l'enfance. Café fraîchement moulu, pain maison et une touche de cannelle dans l'air. Suivant le parfum qui envahissait le couloir, il trouva Thérèse dans la cuisine, se déplaçant avec habileté tout en préparant ce qui semblait être un véritable festin matinal. « Bonjour, monsieur le mercier. J'espère que vous avez bien dormi. » Elle sourit, faisant un geste vers la table de la salle à manger, qui était dressée avec des détails dont il ignorait même la possession. Une nappe brodée, des serviettes pliées en formes élaborées et une petite fleur dans un vase en cristal. Le petit déjeuner est servi. Il y a des crêpes, du cake aux noix, du fromage frais de chèvre, des fruits de saison et un café qui vous fera rêver, éveillé. François s'assit, stupéfait par la transformation. « Comment avez-vous obtenu tout cela si tôt ? Oh, j'ai mes contacts. » Thérèse lui fit un clin d'œil mystérieux. « Un de mes neveux m'a apporté les courses tôt ce matin. Il tient un étal au marché de Saint-Germain. Produits frais, directement des producteurs. La première bouchée de crêpes garnie de fromage. » Et d'Herbe fit involontairement fermer les yeux à François. C'était comme si des saveurs longtemps oubliées réveillaient des souvenirs dont il ignorait la possession. « C'est extraordinaire, » murmura-t-il, se servant plus de café. « C'est le pouvoir de la nourriture préparée avec amour, monsieur le mercier. Aucune technologie au monde ne peut remplacer cela. » Dans les jours qui suivirent, la routine de François subit une transformation subtile, mais profonde. Pour la première fois depuis des années, il commença à prendre ses repas à heures régulières, attiré par les arômes irrésistibles qui émanaient de la cuisine. Thérèse avait un talent particulier non seulement pour la cuisine, mais aussi pour créer une atmosphère accueillante autour de la table. Pendant les repas, elle trouvait toujours un moyen de faire parler François d'autres sujets que le travail. Avec des questions simples mais perspicaces, elle parvenait à lui faire évoquer des souvenirs d'enfance en Bourgogne, des histoires des premières années de sa carrière et même certains goûts personnels qu'il avait oubliés. « Alors vous, aimiez pêcher quand vous étiez petit? Pourquoi avez-vous arrêté ?» François réfléchit tout en savourant un poisson préparé aux herbes et au citron. « La vie est arrivée, je suppose. Le travail, les engagements, les réunions. La vie n'est pas ce qui nous empêche de vivre, monsieur le mercier. C'est ce qui nous donne la chance de le faire. » Il était déconcertant de voir comment Thérèse, une femme simple qui n'avait jamais fréquenté l'université, parvenait à avoir des intuitions qui semblaient percer l'armure qu'il s'était construite au fil des ans. Au bureau, ses employés remarquèrent le changement. François semblait plus détendu, moins irritable. Même Antoine, toujours discret, commenta lors d'une réunion. « Vous semblez en pleine forme ces derniers temps. Pratiquez-vous un nouveau sport ?» François sourit légèrement. « J'ai simplement redécouvert le plaisir d'un bon repas. » Le soir, en rentrant chez lui, François ne ressentait plus cette oppression en entrant dans l'appartement vide. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, un sentiment qu'il mit du temps à identifier, l'anticipation. Il était impatient de découvrir ce que Thérèse avait préparé pour le dîner, quelles histoires elle partagerait, quelles questions elle poserait. Un vendredi, en rentrant plus tôt du travail, François trouva Thérèse en train de fredonner, dans la cuisine, tout en préparant ce qui semblait être un cassoulet. La mélodie douce, une chanson populaire provençale, remplissait l'espace d'une joie simple et authentique. Pendant un moment, il resta immobile à la porte, observant comment elle utilisait principalement son bras droit pour remuer la nourriture, tandis que le gauche, toujours protégé par le tissu coloré, restait près du corps.
Il y avait une grâce dans cette limitation, comme si elle avait transformé une difficulté en une forme d'art. Quelle belle chanson, commenta-t-il finalement, annonçant sa présence. Thérèse se retourna sans montrer de surprise. C'est une chanson de ma région, monsieur le Mercier. Elle parle de trouver à la beauté dans les choses simples de la vie. D'où venez-vous exactement? Votre accent est provençal, n'est-ce pas? Je suis de Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, une petite ville, mais pleine d'histoire et de culture. Elle sourit, les yeux brillants de nostalgie. J'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère, qui était fille d'immigrants italiens. Elle disait que notre cuisine porte notre histoire, nos rêves et notre résistance. François s'assit à la table de la cuisine, soudain intéressé par l'histoire de cette femme qui avait apporté tant de chaleur dans sa maison froide. Comment êtes-vous arrivé à Paris? Thérèse continuait à remuer le cassoulet, ajoutant du lard et des saucisses qui grésillaient dans la casserole, libérant des arômes qui faisaient gargouiller l'estomac de François. Je suis venu chercher des opportunités, comme tant de gens. J'ai commencé à travailler dans des maisons de famille à Passy, puis je suis allé dans un traiteur qui servait des fêtes de la haute société. Elle fit une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. La vie a de nombreux détours, monsieur le Mercier. Parfois on pense suivre un chemin, mais le destin a d'autres plans. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, un poids dans les mots qui suggérait une histoire plus complexe qu'il n'y paraissait. François se sentit tenté de poser des questions sur le bras bandé, mais une fois de plus, quelque chose l'en empêcha. « Avez-vous de la famille ici à Paris ?»« J'ai mon fils, Jean. Il travaille dans la technologie, vous pouvez le croire. Un garçon de la campagne qui maintenant s'occupe d'ordinateurs, créant des sites web et ses applications, que tout le monde utilise. » La fierté dans la voix de Thérèse était palpable. « Et j'ai quelques neveux aussi, des gens simples, travailleurs. » Le dîner fut servi, et comme toujours, c'était une explosion de saveurs. Le cassoulet, accompagné de riz parfaitement cuit, de choux frisés sautés et d'une viande qui fondait dans la bouche, transporta François dans une ferme de Bourgogne qu'il avait visitée dans son enfance. « Cela me rappelle mon grand-père », commenta-t-il entre deux bouchées. « Il avait une petite propriété près de Beaune. Nous y passions nos vacances quand j'étais enfant. La cuisinière préparait un cassoulet semblable à celui-ci. Thérèse hocha la tête, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. La nourriture a ce pouvoir de nous connecter à qui nous sommes vraiment, monsieur le Mercier. Derrière l'homme d'affaires accompli, il y a toujours ce petit garçon de Bourgogne qui pêchait et mangeait du cassoulet à la ferme de son grand-père. Ce soir-là, après le dîner, François ne retourna pas immédiatement à son bureau comme il le faisait habituellement. Au lieu de cela, il s'assit sur la terrasse, observant les lumières de la ville avec une tasse du café spécial que Thérèse avait préparé. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit véritablement présent, conscient non seulement de son passé ou de son futur, mais du moment présent. Et c'était un sentiment étonnamment agréable. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle dynamique à l'appartement de François. La présence de Thérèse avait transformé l'environnement autrefois stérile en un espace vivant, pulsant. Le parfum d'épices et d'herbes fraîches avait remplacé l'odeur d'espace fermé, et les sons de casseroles et de couverts brisaient le silence oppressant qui dominait auparavant. Un dimanche après-midi, François se surprit à annuler un engagement de golf avec des investisseurs potentiels pour rester à la maison. L'excuse qu'il donna fut le travail, mais la vérité était que la perspective d'un après-midi tranquille avec l'arôme du pot-au-feu que Thérèse préparait semblait infiniment plus attrayante. « Vous ne sortez pas aujourd'hui ?» demanda Thérèse quand elle le vit entrer dans la cuisine vêtu d'habits décontractés, chose rare pour un homme qui vivait en costume-cravate même les week-ends. « J'ai décidé de rester à la maison. » François se servit un verre d'eau. « J'ai pensé profiter un peu de la terrasse. Ça fait longtemps que je n'utilise pas la piscine. » Thérèse sourit tout en remuant le pot-au-feu avec une cuillère en bois. La vapeur qui s'élevait de la marmite formait une sorte d'aura autour d'elle, comme si elle était une figure mystique sortie d'un conte populaire. Excellente idée. Le dimanche est jour de repos et de bonne nourriture. Le pot-au-feu sera prêt. Dans 1 heure avec tous les accompagnements. Pendant qu'il nageait dans la piscine qui occupait une partie de la terrasse, François réfléchissait à la façon dont sa routine avait changé depuis l'arrivée de Thérèse. Il dormait mieux, mangeait régulièrement,
et même ses problèmes de gastrite qui l'accompagnaient depuis des années semblaient avoir diminué. Il y avait quelque chose dans la manière dont cette femme envisageait la vie qui était contagieux, comme si elle portait en elle une sagesse ancestrale qui se communiquait à travers ses plats. Après la piscine, François s'assit sur la terrasse avec un livre qu'il avait acheté des mois auparavant, mais pour lequel il n'avait jamais trouvé le temps. C'était la biographie d'un entrepreneur français qui, après avoir bâti un empire, s'était consacré à la philanthropie. Auparavant, il aurait considéré cela comme une perte de temps, mais maintenant, il ressentait une curiosité sincère sur la façon dont d'autres personnes géraient le succès et la richesse. Quand le déjeuner fut servi, François pouvait à peine croire la transformation de sa table à manger. Thérèse avait disposé le pot-au-feu dans une cocotte en terre cuite traditionnelle, accompagnée de riz blanc, de légumes sautés, de pain croustillant, d'oranges et d'une sauce au piment faite maison. Il y avait aussi une bouteille de vin blanc artisanal, faite avec du raisin de Bourgogne. Thérèse, c'est spectaculaire, on dirait un banquet royal. Le pot-au-feu est un plat qui nourrit l'âme, monsieur le Mercier. C'est une leçon de résistance et de créativité. Thérèse le servit généreusement, et François remarqua qu'une fois de plus, elle utilisait principalement son bras droit, tandis que le gauche restait près du corps. Après quelques gorgées du vin parfaitement équilibré entre douceur et acidité, François se sentit suffisamment détendu pour poser la question qui l'intriguait depuis le premier jour. « Thérèse, si ce n'est pas trop indiscret, que s'est-il passé avec votre bras? Je remarque que vous le protégez. » Un bref silence s'installa, et pendant un moment, François regretta sa question. Mais alors Thérèse soupira, posa sa fourchette sur son assiette et le regarda directement avec ses yeux qui semblaient te voir au-delà des apparences. « C'était un accident, il y a quelques années. Je travaillais pour un traiteur qui servait une fête dans une résidence de luxe à Versailles. C'était l'anniversaire d'un enfant, le fils d'un homme d'affaires important. Elle fit une pause, comme si elle revivait la scène. Il y a eu un problème avec l'équipement à gaz que nous utilisions pour maintenir la nourriture au chaud. Une petite explosion, mais suffisante pour causer de graves brûlures à mon bras gauche. François sentit un nœud dans la gorge. « Je suis désolé. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu, mais il reste des cicatrices disgracieuses. J'ai aussi perdu une partie de ma mobilité. » Thérèse ajusta le tissu qui couvrait son bras, un geste que François percevait maintenant comme une protection non seulement physique, mais émotionnelle. Certaines personnes sont gênées par la vue, alors j'ai commencé à le couvrir. Avec le temps, c'est devenu une habitude. Cela ne vous a pas empêché de cuisiner. Thérèse sourit, et il y avait une force sereine dans ce sourire. La vie reprend d'une main ce qu'elle donne de l'autre, monsieur le Mercier. Après l'accident, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses, adapter ma façon de cuisiner. J'ai fini par développer de nouvelles techniques, des saveurs différentes. Ma cuisine s'est améliorée après cela, croyez-le ou non. Il y avait une leçon profonde dans ces paroles simples, et François se sentit petit devant la résilience de cette femme. Lui, qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, se sentait souvent vaincu par des problèmes qui semblaient insignifiants en comparaison. Qui était le propriétaire de la maison où l'accident s'est produit ? Demanda-t-il plus par politesse que par réel intérêt. Un homme d'affaires dans le secteur de la construction, si je me souviens bien. Dupont était le nom de famille. Thérèse se servit un peu plus de légumes. Il a été très correct. A payé tous les traitements, m'a offert une indemnisation généreuse. Mais l'argent s'épuise et les factures continuent d'arriver. François se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Dupont ? Richard Dupont ? Thérèse sembla surprise par sa réaction. « Oui, c'est bien lui, vous le connaissez. Richard était l'un de mes meilleurs amis. » François posa sa fourchette, soudain sans appétit. « Nous avons étudié ensemble. Commencé dans l'immobilier à la même époque, il a été mon associé dans mes premiers projets. »« Le monde est petit, n'est-ce pas ?» commenta Thérèse avec un léger sourire. « Comment va-t-il ? Cela fait des années que je n'ai pas de nouvelles. » François sentit un poids dans la poitrine. Richard avait été plus qu'un associé. Il avait été son ami le plus proche pendant des années, le parrain de sa fille Julie, jusqu'à ce qu'une dispute pour un terrain précieux dans le 8e arrondissement mette fin non seulement à leur association, mais aussi à leur amitié. Les mots prononcés dans le feu de l'action, les accusations de trahison,
le procès qui s'était éternisé pendant des années. Tout cela avait créé un abîme qui semblait impossible à franchir. Je ne sais pas, Thérèse. Nous ne nous parlons plus depuis plus de 10 ans. Thérèse l'observa avec ce regard pénétrant qui semblait voir des couches que même François ne savait pas exister. C'est dommage. Les amitiés sont comme des plantes rares, monsieur le Mercier. Elles ont besoin d'une attention constante, mais quand elles fleurissent, elles embellissent toute la vie. Le reste du déjeuner se déroula dans une conversation plus légère. Mais la mention de Richard avait réveillé des souvenirs que François croyait enterrés. Il se rappela les nuits passées à étudier des projets, les voyages qu'ils faisaient, ensemble pour découvrir des développements dans d'autres villes, les célébrations quand il concluait une grande affaire. Richard avait été une présence constante dans sa vie pendant des années cruciales, puis soudainement, il était devenu un étranger, presque un ennemi. Plus tard ce jour-là, pendant que Thérèse rangeait la cuisine, François alla dans son bureau et, dans un geste qui le surprit, chercha des nouvelles de Richard sur Internet. Il découvrit que son ancien ami avait déménagé à Nice après avoir vendu son entreprise de construction à un groupe étranger. Apparemment, il se consacrait maintenant à des projets de construction durable et avait fondé une ONG qui offrait une formation professionnelle aux jeunes des quartiers défavorisés. Une photo montrait Richard avec des cheveux complètement blancs, mais le même large sourire que François connaissait si bien. À ses côtés se tenait une jeune femme qui lui ressemblait beaucoup, probablement sa fille, qui devait avoir le même âge que Julie. François ressentit un étrange mélange de nostalgie et de regret. Combien d'années avaient été gaspillées? Qu'un ressentiment? Combien de moments importants perdus par orgueil? Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Thérèse apportant une tasse de café fraîchement préparée. « J'ai pensé que vous aimeriez un café pendant que vous travaillez », dit-elle, posant la tasse sur le bureau. Ce faisant, son regard capta la photo de Richard sur l'écran, de l'ordinateur, mais elle ne fit aucun commentaire. « Merci, Thérèse. » François ferma rapidement la fenêtre du navigateur, se sentant étrangement exposé. Le pot-au-feu était merveilleux. Thérèse acquiesça et se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Vous savez, monsieur le Mercier, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire des ponts, surtout quand l'autre personne a déjà été du même côté de la rivière que nous. » Après son départ, François resta à regarder la porte fermée, réfléchissant à la sagesse contenue dans ses paroles simples. Thérèse avait une façon unique de dire des vérités profondes, sans paraître intrusive ou présomptueuse. Cette nuit-là, en se couchant, François n'arrivait pas à chasser Richard de ses pensées. Il se rappela comment tout avait commencé, une discussion sur la meilleure stratégie pour une affaire qui avait dégénéré en accusation personnelle et s'était terminée avec les deux hommes des côtés opposés d'une salle d'audience. À l'époque, cela semblait une question de principe, d'honneur professionnel. Maintenant, cela semblait simplement un gaspillage tragique. Avant de s'endormir, François prit une décision. Le lendemain matin, il enverrait un email à Richard. Rien d'élaboré, juste un contact initial, une porte entr'ouverte. Il ne savait pas si son ancien ami répondrait ou s'il était disposé à laisser le passé derrière lui, mais il sentait qu'il devait essayer. Tandis que le sommeil l'enveloppait, François se rendit compte que quelque chose changeait en lui. Les murs invisibles qu'il avait construits au fil des ans commençaient à présenter des fissures, permettant à des sentiments longtemps réprimés de refaire surface. Et curieusement, cela ne l'effrayait plus. La dernière pensée qu'il eut avant de s'endormir fut l'image de Thérèse remuant son pot-au-feu, transformant des ingrédients simples en quelque chose d'extraordinaire, exactement comme elle semblait le faire avec sa vie endurcie par le temps et la solitude. Le lendemain matin, François se réveilla avant le réveil, chose rare pour quelqu'un qui avait l'habitude de prolonger son sommeil jusqu'à la dernière minute possible. La décision de contacter Richard restait ferme dans son esprit, mais la lumière du jour avait apporté avec elle une anxiété qu'il n'avait pas ressentie la veille. Comment entamer une conversation après tant de temps? Que dire à quelqu'un qui avait été comme un frère et qui était ensuite devenu presque un étranger? Assis à la table du petit déjeuner, François touchait à peine à la délicieuse crêpe fourrée que Thérèse avait préparée. Son regard était fixé sur sa tasse de café, comme s'il pouvait y trouver les mots justes. « Le café a refroidi, monsieur le Mercier », observa Thérèse,
plaçant une nouvelle tasse fumante devant lui. « Vous semblez préoccupé. Un problème dans les affaires. » François la regarda, surpris par la perspicacité de la femme. « Non, Thérèse, je pense à quelque chose de personnel. Vous vous souvenez que nous avons parlé hier de Richard Dupont ?» Thérèse acquiesça, ses yeux attentifs et chaleureux. « J'envisage de le contacter. Après tant de temps, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. » Un sourire doux illumina le visage de Thérèse. « Parfois, les mots les plus simples sont les plus puissants, monsieur le Mercier. Un bonjour sincère peut ouvrir des portes que des années de silence ont fermées. » François but une gorgée du café frais, permettant à l'arôme et à la saveur de l'aider à organiser ses pensées. « Richard et moi étions comme des frères, vous savez. Nous connaissions les secrets l'un de l'autre, les rêves, les peurs. Et puis, soudainement, nous sommes devenus des adversaires à cause d'un terrain et de quelques millions. Cela semblait si important à l'époque. L'orgueil est comme un mur que nous construisons autour de nous, commenta Thérèse en rangeant. La cuisine. Il nous protège mais nous isole aussi. Abattre ce mur demande du courage. » Il y avait une sagesse profonde dans les paroles simples de cette femme, et François se demanda combien d'expériences de vie étaient condensées dans cette philosophie domestique. Dans son bureau, François passa la matinée à essayer de se concentrer sur des rapports financiers, mais ses pensées revenaient constamment à Richard. Finalement, après avoir repoussé pendant des heures, il ouvrit son email et commença à écrire. « Richard, j'espère que ce message te trouve en bonne santé. Je sais que cela fait longtemps et que notre dernier contact n'a pas été des meilleurs. La vie a suivi son cours, mais certaines connexions sont difficiles à oublier complètement. J'ai appris que tu étais à Nice maintenant, travaillant sur des projets durables. J'aimerais savoir comment tu vas. » François. Simple, direct, sans grandes attentes ni promesses. François relut plusieurs fois avant d'envoyer, questionnant chaque mot, chaque virgule. Finalement, il respira profondément et cliqua sur le bouton « Envoyer », se sentant comme s'il avait sauté d'un précipice sans connaître la profondeur de l'eau en dessous. Durant le reste de la journée, François vérifia compulsivement son email tout en sachant qu'il était peu probable de recevoir une réponse immédiate. Le soir, quand il rentra chez lui, l'odeur de poisson grillé aux herbes l'accueillit, ainsi que le sourire chaleureux de Thérèse. « Comment s'est passée votre journée, monsieur le Mercier ?»« Productive, » répondit-il automatiquement, avant de se corriger. « En fait, j'ai envoyé un email à Richard aujourd'hui. Rien d'extraordinaire, juste un contact initial. » Thérèse acquiesça comme si elle approuvait l'initiative. « C'est déjà un grand pas. Maintenant, il faut être patient, laisser le temps faire son œuvre. » Le dîner se déroula avec une conversation légère sur la vie à Paris, les changements. Dans la ville au fil des ans, les souvenirs que Thérèse avait de son arrivée dans la métropole. François fut surpris de s'intéresser sincèrement au parcours de cette femme, si différent du sien. « Et votre fils, Thérèse, vous avez dit qu'il travaille dans la technologie ?» Le visage de la cuisinière s'illumina de fierté maternelle. « Jean est mon trésor. Il a grandi dans les banlieues de Paris, mais a toujours eu la tête dans les étoiles. Il a étudié comme un fou pour entrer à Polytechnique, a fait informatique. Aujourd'hui, il travaille dans une entreprise d'application, de celles qui nous font commander de la nourriture par téléphone. » Elle rit. « Ironique, non? Mon fils crée des outils pour que les gens évitent de cuisiner. » François sourit, imaginant le jeune homme. « Il doit être très intelligent. » « Oui, mais plus important que cela, il a bon cœur. Même avec une vie bien remplie, il trouve toujours du temps pour aider les autres. Il donne des cours d'informatique, bénévole dans une association à Clichy-sous-Bois les week-ends. » La mention de la philanthropie fit François penser à nouveau à Richard et aux projets sociaux que son ancien ami développait à Nice. Combien de fois, dans les premières années de leur carrière, avaient-ils discuté de l'utilisation de leur succès pour faire la différence? Des plans qui avaient été reportés au nom de encore un projet, encore une acquisition, jusqu'à être complètement oubliés. Avant de se coucher, François vérifia une fois de plus son email, sans grandes attentes. À sa surprise, il y avait une réponse de Richard envoyée il y avait moins d'1 heure. « François, je dois avouer que j'ai été surpris par ton contact. Le temps passe trop vite, n'est-ce pas? J'ai également suivi tes réussites professionnelles au cours de ces années. Quant à moi, oui, je me suis installé à Nice il y a 5 ans, cherchant une vie avec plus de sens et moins de précipitation. Ma fille Louise est à l'université maintenant,
étudiant l'architecture durable. Je serai à Paris la semaine prochaine pour une conférence sur la construction verte. Peut-être pourrions-nous prendre un café si tu es disponible. Richard. François relut le message plusieurs fois, sentant un mélange de soulagement et d'anxiété. La réponse était cordiale, sans ressentiment évident, mais aussi sans grand enthousiasme. Un café, une conversation décontractée, c'était qu'un début plus qu'il n'espérait. Rapidement, il répondit en confirmant son intérêt pour la rencontre et suggérant un café proche du lieu de la conférence, qu'il connaissait bien. Après avoir envoyé le message, François resta assis sur son lit, réfléchissant à la façon dont un simple email avait réveillé tant d'émotions endormies. Le lendemain matin, en racontant à Thérèse la réponse de Richard, François fut surpris par la réaction enthousiaste de la cuisinière. « C'est merveilleux, monsieur le Mercier. Un café est le début parfait, pas trop formel, sans engagement, juste une opportunité de reconnexion. Je suis nerveux pour être honnête, » admit François, surpris par sa propre sincérité. « Et si c'était gênant? Et si nous réalisons que nous n'avons plus rien en commun ?» Thérèse posa sa main droite sur son épaule, un geste maternel qui, dans toute autre circonstance, aurait semblé inapproprié, mais qui, à ce moment-là, était réconfortant. « Vous et monsieur Dupont partagez une histoire, et ça, personne ne peut l'effacer. Même si vous êtes des personnes différentes maintenant, cette connexion demeure. C'est comme une vieille recette. Les ingrédients peuvent changer un peu, mais l'essence reste la même. » Dans les jours précédant la rencontre, François se surprit à réfléchir de plus en plus à sa vie, ses choix, les personnes qu'il avait laissées derrière lui dans sa quête incessante de succès. La perspective de revoir Richard semblait avoir ouvert une porte à un type d'introspection qu'il évitait depuis des années. Un après-midi, en révisant des contrats dans son bureau à domicile, François entendit des voix dans la cuisine. Thérèse semblait parler avec quelqu'un, et il y avait des rires, un son rare dans cet appartement jusqu'à quelques semaines auparavant. Curieux, il se dirigea vers la cuisine et trouva Thérèse montrant quelque chose sur une tablette à un jeune homme grand à la peau noire comme la sienne, aux cheveux courts et aux lunettes à monture moderne. « Ah, monsieur le Mercier !» s'exclama Thérèse en le voyant. « Voici mon fils, Jean. Il est venu m'apporter de nouvelles recettes qu'il a trouvées sur Internet. » Jean se leva immédiatement, tendant la main avec un sourire poli. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur le Mercier. Ma mère parle beaucoup de vous. » Il y avait quelque chose chez le jeune homme qui impressionna instantanément François. Une confiance tranquille, un regard intelligent qui semblait évaluer tout ce qui l'entourait. « Le plaisir est le mien, Jean. Votre mère a révolutionné mon alimentation et, je dois l'admettre, ma vision de nombreuses choses. » Thérèse sourit, fière. « Jean me montre une application qui aide à adapter des recettes pour les personnes ayant des limitations physiques comme la mienne. La technologie au service de l'inclusion. N'est-ce pas merveilleux ?» François regarda avec intérêt la tablette, où une vidéo montrait des techniques de coupe et de préparation adaptées aux personnes à mobilité réduite d'un bras. « C'est fascinant. Vous travaillez avec ce type de technologie, Jean ? » « Pas directement, monsieur le Mercier. Je travaille dans une entreprise de livraison, mais je développe des projets parallèles dans le domaine de l'accessibilité. C'est quelque chose de personnel. Pour moi, inspiré par l'expérience de ma mère. » La conversation passa naturellement au thème de la technologie et de son potentiel pour transformer des vies. Jean parla avec passion des applications qu'il développait bénévolement pour une association qui aidait les personnes handicapées. « Le problème est qu'il manque des investissements pour développer ces projets, » expliqua Jean. « Beaucoup de ces solutions pourraient bénéficier à des milliers de personnes, mais restent limitées à de petits groupes parce qu'il n'y a pas d'intérêt commercial. » François écouta attentivement, se sentant intrigué. Dans sa carrière, il avait investi dans d'innombrables projets immobiliers, centres commerciaux, hôtels, tous avec un excellent retour financier, mais aucun avec le potentiel d'impact social que Jean décrivait. Peut-être pourrions-nous en discuter davantage. À une autre occasion, suggéra François, se surprenant lui-même. J'ai quelques contacts qui pourraient s'intéresser à des projets de ce type. Les yeux de Jean brillèrent. Ce serait incroyable, monsieur le Mercier. Après que Jean ait pris congé, promettant de revenir dimanche pour un déjeuner en famille, Thérèse regarda François avec une expression qui mêlait surprise et gratitude. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour lui, pour nous.
Jean a tellement de bonnes idées, mais les portes ne s'ouvrent pas facilement pour les jeunes de banlieue, même avec tout le talent du monde. François acquiesça pensif. « Votre fils m'a impressionné, Thérèse. Il a une vision claire et un but, c'est rare de nos jours. » Cette nuit-là, allongé dans son lit au design italien qui avait coûté l'équivalent d'une voiture de luxe, François n'arrivait pas à cesser de penser au contraste entre sa vie et celle de personnes comme Thérèse et Jean. Ils avaient affronté des limitations et des barrières qu'ils n'avaient jamais eu à considérer. Et pourtant, ils rayonnaient d'une joie et d'un sens du but qu'ils luttaient pour trouver malgré tous ces millions. La semaine passa rapidement et bientôt arriva le jour de la rencontre avec Richard. François choisit un costume moins formel que ce qu'il porterait normalement, optant pour une apparence plus détendue. Avant de partir, Thérèse le surprit en ajustant sa cravate. « Vous êtes nerveux comme un petit garçon le premier jour d'école », plaisanta-t-elle. « Tout se passera bien. Soyez simplement sincère, parlez avec le cœur. » François sourit, reconnaissant pour la présence réconfortante de cette femme qui, en si peu de temps, était devenue une sorte d'encre dans sa vie turbulente. « Merci Thérèse, pour tout. » En arrivant au café, François aperçut immédiatement Richard. Même après toutes ces années, il reconnaîtrait cette posture n'importe où. Les cheveux complètement blancs et quelques nouvelles rides ne parvenaient pas à dissimuler l'ami qu'il avait connu dans sa jeunesse. Richard le vit et fit un signe de la main, se levant pour l'accueillir. Il y eut un moment d'hésitation. Une poignée de main serait-elle trop formelle? Une accolade prématurée? Avant que Richard ne tende la main que François serra fermement. « François Le Mercier », dit Richard, avec un demi-sourire. « Toujours ponctuel comme une horloge suisse. Et toi, toujours avec cette barbe mal taillée, » répondit François, sentant la tension se dissiper un peu. Ils s'assirent, et pendant un moment, le silence plana entre eux, chargé d'une décennie d'absence. Alors, commença Richard, ses doigts tapotant légèrement sur sa tasse de café. « La vie t'a bien traité, d'après ce que je vois dans les journaux. Le roi du mètre carré, n'est-ce pas comme il t'appelle à maintenant ?» François détecta une légère ironie dans le ton, mais sans réelle hostilité. Les journalistes exagèrent. Tu sais comment c'est. Je sais bien. Quand j'ai vendu mon entreprise de construction, l'un d'eux a écrit que je fuyais le marché. En réalité, je voulais juste respirer un air plus pur. Nice avait fait du bien à Richard. Son visage, même avec les marques du temps, semblait plus détendu, avec moins de cette tension constante dont François se souvenait. Il y avait une sérénité dans ses yeux qui était nouvelle. « Et comment est la vie dans le Sud ?» demanda François, sincèrement intéressé. « Différente, plus lente, plus consciente. » Richard but une gorgée de café. « Les premiers mois, j'étais anxieux, vérifiant mes emails toutes les 5 minutes, incapable de simplement apprécier un coucher de soleil sans penser aux réunions et aux délais. Maintenant, il fit un geste englobant. J'ai réappris à vivre. » La conversation coula étonnamment bien après le malaise initial. Ils parlèrent de l'industrie immobilière, des changements à Paris, des filles qui avaient grandi. Ils évitèrent soigneusement le sujet qui les avait séparés, comme s'il s'agissait d'un abîme que tous deux contournaient. « Louise est en 3e année d'architecture », commenta Richard avec une fierté évidente. « Elle a une vision complètement différente de notre génération. Pour elle, un bâtiment n'est pas seulement une structure rentable, mais quelque chose qui doit coexister harmonieusement avec l'environnement. « Julie a récemment obtenu son diplôme en droit, » répondit François. « Nous sommes encore en train de nous redécouvrir. Le divorce a affecté notre relation plus que je ne voudrais l'admettre. » Richard acquiesça, compréhensif. « Ce n'est pas facile. J'ai vécu quelque chose de similaire quand Christine et moi nous sommes séparés. Les enfants finissent par être les juges les plus sévères de nos choix. » Après presque 2 heures, alors qu'ils étaient tous deux plus détendus, Richard aborda finalement l'éléphant dans la pièce. « Pourquoi m'as-tu contacté maintenant, François, après tout ce temps ?» La question, bien qu'attendue, prit François au dépourvu. Il réfléchit un moment, voulant être honnête non seulement avec Richard, mais avec lui-même. « Plus vous commentez et partagez, plus nous pourrons apporter des histoires qui touchent votre cœur. Laissez votre nom dans les commentaires et nous pourrons l'inclure dans l'une de nos prochaines histoires avec un salut spécial juste pour vous. Récemment, j'ai engagé une cuisinière, Thérèse Dubois.
Elle a mentionné qu'elle avait travaillé lors d'une fête chez toi il y a des années, où elle a eu un accident. François fit une pause. Cela m'a fait penser à toi, à notre passé, aux opportunités perdues. J'ai réalisé que je porte beaucoup de regrets, Richard. Laisser mourir notre amitié à cause d'une affaire en était un. Richard parut surpris. Thérèse Dubois, petite, des yeux expressifs, toujours avec un foulard coloré au bras gauche. Exactement. Mon Dieu, quelle coïncidence. Je n'ai jamais oublié cet accident, c'était terrible. J'ai essayé de l'aider autant que possible à l'époque, mais ensuite nous avons perdu contact. Richard secoua la tête, incrédule. Comment va-t-elle? Bien. C'est une femme extraordinaire. Elle a changé beaucoup de choses dans ma vie. En peu de temps, Richard étudia François avec attention. Tu sembles différent, plus présent, je dirais. J'essaie. François sourit légèrement. C'est un processus. En se séparant, il y eut moins d'hésitation. Richard le serra brièvement dans ses bras, un geste qui en disait plus que des mots. N'attendons pas 10 ans pour le prochain café, dit Richard. Je suis logé à l'hôtel Le Bristol jusqu'à vendredi. Après ça, tu as mon email. Nous pourrions dîner avant ton retour, suggéra François. Chez moi, je suis sûr que Thérèse serait heureuse de te revoir. Sur le chemin du retour, François ressentit une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. La rencontre avec Richard avait été meilleure qu'il ne l'espérait, pas une réconciliation complète, mais un début prometteur. C'était comme si une porte longtemps fermée avait été entr'ouverte, permettant à un peu de lumière d'entrer. En arrivant chez lui, il trouva Thérèse dans la cuisine, préparant ce qui semblait être un risotto. « Comment s'est passée la rencontre ?» demanda-t-elle, ses yeux attentifs étudiant son expression. « Étonnamment bien. » François sourit. « Nous avons parlé de toi d'ailleurs. Richard a été impressionné par la coïncidence. Je l'ai invité à dîner ici avant son retour à Nice. » Le visage de Thérèse s'illumina. « Ce serait merveilleux. Je vais préparer quelque chose de spécial. » François réalisa qu'il était impatient pour le dîner, impatient de montrer à Richard les changements dans sa vie, de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qu'ils avaient perdu. Dans les jours qui suivirent, François s'intéressa de plus en plus au projet que Richard développait à Nice. Il se renseigna sur l'ONG fondée par son ex-ami qui offrait une formation en construction durable aux jeunes des quartiers défavorisés. Le projet avait reçu des prix internationaux et transformé la vie de centaines de familles. Parallèlement, les conversations avec Jean, le fils de Thérèse, avaient évolué. Le jeune homme avait partagé des détails sur les applications qu'il développait et François, impressionné par son talent et sa vision, commença à envisager sérieusement d'investir dans ses idées. Un après-midi, alors que François travaillait dans son bureau à domicile, Thérèse apparut à la porte avec une expression inhabituelle, un mélange de choc et de joie contenue. « Thérèse, quelque chose est arrivé ?» « Monsieur le Mercier. » Elle hésita, tenant une enveloppe dans sa main droite. « Je viens de recevoir une nouvelle que je ne sais même pas comment expliquer. » François se leva, inquiet de l'agitation évidente de la cuisinière. « Asseyez-vous. Voulez-vous un verre d'eau ?» Thérèse nia d'un mouvement de tête, lui tendant l'enveloppe. « C'est une lettre du cabinet d'avocats Moreau & Associés. Apparemment, mon oncle Sébastien, qui vivait à Marseille, a eu un accident vasculaire cérébral il y a 2 mois. Je ne savais pas. Cela faisait des années que nous n'avions pas de contact. »« Je suis désolé, Thérèse. » François se sentit mal à l'aise, ne sachant pas comment la consoler pour la perte de quelqu'un qu'elle n'avait apparemment pas vu depuis longtemps. « Ce n'est pas ça, monsieur le Mercier, c'est que... » Elle respira profondément. Selon cette lettre, l'oncle Sébastien m'a laissé une propriété, une vieille maison dans le Vieux-Port à Marseille. Une maison qui appartenait à la famille depuis des générations, depuis l'époque de mon arrière-grand-mère, qui était une immigrée italienne venue s'installer en France. François lut la lettre attentivement. C'était vrai. Thérèse, qu'avait hérité d'une propriété historique dans le vieux centre de Marseille, une zone valorisée et protégée par le patrimoine historique. C'est incroyable, Thérèse. Une propriété dans le Vieux-Port doit valoir une petite fortune aujourd'hui. Thérèse semblait abasourdie, incapable de traiter complètement la nouvelle. Je n'aurais jamais imaginé. L'oncle Sébastien était un homme réservé, il vivait seul. Je pensais qu'il avait vendu la maison il y a des années. Ma grand-mère avait l'habitude de raconter des histoires sur cet endroit, sur les recettes qu'elle y créait, les saveurs qu'elle développait.
Connaissez-vous la maison? Je l'ai visitée quelques fois quand j'étais enfant. C'est une maison de ville coloniale, avec des carreaux provençaux et une petite cour où ma grand-mère cultivait des herbes. Elle est située dans l'une des rues principales du Vieux-Port. Les yeux de Thérèse semblaient voir au-delà des murs de l'appartement, se transportant vers des souvenirs lointains. L'avocat dit que je dois me rendre à Marseille pour signer des documents et prendre officiellement possession. François perçut son hésitation. « Vous irez, n'est-ce pas ?»« Je ne sais pas, c'est compliqué. J'aurais besoin de prendre quelques jours de congé et les billets ne sont pas bon marché. De plus, je n'ai aucune idée de l'état de la maison après tant d'années. » « Thérèse, » François parla fermement, « c'est important. C'est votre héritage, votre histoire familiale. Vous devez y aller. Considérez cela comme une semaine de vacances payées. Et ne vous inquiétez pas pour les billets. Ce sera un plaisir de les financer. » Thérèse parut mal à l'aise. « C'est beaucoup de générosité, monsieur le Mercier. Je ne peux pas accepter. » « Ce n'est pas de la générosité, c'est de la justice. Vous avez transformé ma maison et d'une certaine façon ma vie. Considérez cela comme une prime pour l'excellent travail. » François sourit. « De plus, vous pourrez rapporter quelques épices provençales authentiques au retour. Ce sera un investissement pour mon palais. » Cela arracha un sourire à Thérèse. « Vous êtes un homme bon, monsieur le Mercier, différent de ce qu'on dit. » François haussa les sourcils. « Et que dit-on ? Oh, les banalités habituelles sur les hommes riches et puissants, qu'ils sont froids, calculateurs, qu'ils ne pensent qu'à l'argent. » Thérèse fit un geste dédaigneux. « Mais j'ai toujours cru que les gens sont plus complexes que les étiquettes. Qu'on leur colle. » Dans les jours qui suivirent, François aida Thérèse avec les préparatifs pour le voyage à Marseille. Il acheta les billets, réserva un hôtel confortable près du Vieux-Port et insista pour qu'elle emmène Jean. « Un héritage familial doit être reçu en famille », argumenta-t-il quand elle protesta sur le coût supplémentaire. La veille du départ de Thérèse, Richard vint dîner comme convenu. Les retrouvailles entre lui et la cuisinière furent chaleureuses et émouvantes. Richard se souvenait parfaitement de l'accident et exprima à plusieurs reprises combien il était soulagé de la voir en bonne santé et réalisant son talent culinaire. Pendant le dîner, Thérèse partagea la nouvelle de l'héritage à Marseille. Richard, qui connaissait bien la région pour avoir développé des projets de restauration de maisons anciennes, offrit des conseils précieux et même des contacts d'architectes spécialisés dans le patrimoine historique. « Ces vieilles maisons sont de véritables capsules temporelles », expliqua Richard. « Mais elles exigent aussi des soins particuliers. Si vous décidez de garder la propriété, Thérèse, vous aurez besoin d'aide professionnelle pour la préserver correctement. » La conversation dériva vers le thème des racines familiales, des histoires qui façonnaient qui ils étaient. Richard parla de son grand-père italien qui était arrivé en France sans le sou et comment cet héritage de détermination l'avait influencé. François partagea des souvenirs de son enfance en Bourgogne, des histoires que son père racontait sur les temps difficiles avant le succès dans les affaires. Thérèse, habituellement réservée sur son passé, s'ouvrit un peu plus, parlant de sa grand-mère qui avait été cuisinière pour une famille traditionnelle de Marseille et qui lui avait transmis non seulement des recettes, mais des philosophies de vie. Ma grand-mère disait que la nourriture a le pouvoir de guérir non seulement le corps, mais l'âme, que chaque ingrédient porte une énergie que nous transférons à ceux qui mangent ce que nous préparons. Ses yeux brillaient en parlant. Elle cuisinait dans les moments les plus difficiles, comme un acte de résistance et d'amour. C'est elle qui m'a appris que la vie peut nous prendre beaucoup de choses, mais jamais notre capacité à créer de la beauté à partir du peu que nous avons. François et Richard échangèrent des regards significatifs. Il y avait une sagesse profonde dans les paroles de Thérèse, une sagesse que tous deux, dans leur vie privilégiée, avaient peut-être mis trop de temps à comprendre. Après que Richard se soit retiré, promettant de maintenir un contact plus fréquent, François accompagna Thérèse à la cuisine, où elle organisait les dernières choses avant son voyage. « Merci pour cette soirée, monsieur le Mercier. C'était bon de revoir monsieur Dupont après si longtemps. » C'était bon pour nous tous, je crois. François hésita, puis décida d'exprimer quelque chose qu'il ressentait. « Thérèse, je veux que vous sachiez que votre présence ici a changé beaucoup de choses. Avant votre arrivée, cet endroit n'était qu'un appartement coûteux. Maintenant, il commence à ressembler à un foyer. » Thérèse sourit, ce sourire qui illuminait tout son visage et semblait réchauffer l'atmosphère. « Les maisons sont comme les personnes, monsieur le Mercier.
Elles ont besoin de soins, d'attention et surtout d'amour pour devenir ce qu'elles devraient être. Le lendemain matin, François insista pour conduire personnellement Thérèse et Jean à l'aéroport. En chemin, Jean parla de ses attentes. Pour le voyage, de comment il n'avait jamais connu Marseille, la terre de ses ancêtres. Maman a toujours parlé de la maison de l'arrière-grand-mère comme d'un lieu presque mystique, commenta-t-il. Un morceau de notre histoire qui semblait perdu à jamais. C'est surréaliste de penser qu'elle est maintenant à nous. À l'aéroport, en se séparant, Thérèse surprit François avec une étreinte chaleureuse. « Merci pour tout, monsieur le mercier. Je reviendrai dans une semaine avec des histoires et de nouvelles épices. » En voyant la mère et le fils marcher ensemble vers la porte d'embarquement, François ressentit une émotion inattendue. En peu de temps, ces deux personnes étaient devenues importantes dans sa vie d'une manière qu'il ne pouvait pas complètement expliquer. Il y avait une authenticité, une intégrité dans les relations qu'il construisait qui contrastait fortement avec les connexions superficielles qui avaient dominé sa vie pendant si longtemps. Sur le chemin du retour, François reçut un message de Richard. « Merci pour la soirée d'hier. Cela a fait du bien de revisiter le passé sans amertume. Continuons à discuter de cette idée que nous avons eue en fin de soirée. » François sourit, se rappelant la conversation passionnante qu'ils avaient eue après le dîner, quand inspirés par l'histoire de Thérèse, ils avaient commencé à élaborer des idées pour un projet qui combinerait l'expertise des deux avec un objectif social plus large. Soudain, l'avenir semblait plein de possibilités qui n'avaient rien à voir avec plus d'argent ou de prestige, mais avec des connexions authentiques et un but. Et tout cela grâce à une cuisinière avec un bras bandé et une sagesse qui ne venait pas de livres ou d'université, mais de la vie vécue avec courage et authenticité. La semaine sans Thérèse fut étonnamment difficile pour François. Il avait temporairement engagé un service de repas premium, mais les plats parfaitement exécutés et emballés dans des récipients élégants semblaient insipides comparés à la nourriture vibrante et pleine de personnalité que Thérèse préparait. L'appartement, même avec la femme de ménage qui venait 3 fois par semaine, semblait avoir perdu son âme récemment découverte. François se surprit plusieurs fois à regarder l'horloge, attendant l'heure à laquelle il conversait habituellement avec Thérèse dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Ces moments, réalisa-t-il, étaient devenus des ancres dans sa journée, de petites oasis d'authenticité au milieu de la frénésie des réunions et des négociations. Le 3e jour de l'absence de Thérèse, François reçut un appel de sa fille, Julie. « Papa, j'essaie de te joindre depuis des jours. Tout va bien. » La voix de sa fille portait un mélange d'inquiétude et de légère irritation que François connaissait bien. Depuis le divorce, sa relation avec Julie était devenue une danse maladroite de rapprochement et d'éloignement. « Je vais très bien, Julie. Juste un peu occupé. Comment vas-tu ? » « Bien, dans la mesure du possible. Je me prépare pour l'examen du barreau et c'est plus stressant que je ne l'imaginais. » Elle fit une pause. « Papa, je voulais t'inviter à dîner vendredi. Rien de formel, juste toi et moi. Ça fait longtemps que nous n'avons pas vraiment parlé. » François ressentit une pointe de culpabilité. Combien d'invitations similaires? Avait-il refusé au fil des ans, toujours avec l'excuse du travail? Vendredi serait parfait. Où veux-tu aller? Il y eut un moment de silence, comme si Julie était surprise par l'acceptation immédiate. En fait, j'ai pensé cuisiner pour toi, dans mon appartement. Ne t'attends à rien d'extraordinaire, mais j'ai perfectionné quelques recettes de base. Je ne savais pas que tu aimais cuisiner. François réalisa, avec honte, combien de la vie de sa fille il ignorait. J'ai commencé récemment. C'est thérapeutique, tu sais. Ça aide à soulager le stress des études. Elle rit légèrement. J'ai appris que couper des oignons est excellent pour évacuer la colère. François rit. Je m'en souviendrai lors de ma prochaine réunion tendue avec des investisseurs. La conversation coula avec une facilité inhabituelle et quand il faut. Raccrochèrent, François se sentit étrangement ému. C'était comme si de petites pièces d'un puzzle complexe commençaient à s'assembler dans sa vie. Le mercredi, François reçut un message de Thérèse avec des photos de la maison à Marseille. La maison de ville était encore plus belle qu'il ne l'avait imaginé. Murs au ton pastel, larges fenêtres avec des détails en bois sculptés, carreaux provençaux originaux du 19e siècle et une petite cour intérieure où des plantes méditerranéennes poussaient avec exubérance. Avec les photos, un message simple.
La maison de ma grand-mère nous a accueillis à bras ouverts. Il y a beaucoup de travail à faire, mais chaque pièce raconte une histoire. Nous rentrons samedi avec des nouvelles. Le même jour, Richard appela pour poursuivre la conversation sur le projet qu'ils avaient commencé à élaborer lors de la soirée du dîner. J'ai réfléchi, François. Et si nous combinions mon expérience en construction durable avec ta connaissance du marché immobilier parisien pour quelque chose de vraiment transformateur? François s'ajusta dans son fauteuil, intrigué. Quel genre de projet as-tu en tête? Un centre de formation professionnelle axé sur la gastronomie et l'entrepreneuriat. Quelque chose qui donnerait l'opportunité à des personnes comme Thérèse de partager leur savoir et en même temps aiderait des jeunes de quartiers défavorisés à développer des compétences que le marché valorise. L'idée résonna immédiatement chez François. Ce serait extraordinaire, Richard, mais nous aurions besoin d'un espace adéquat, d'équipements professionnels. L'espace est le moindre des problèmes pour le roi du mètre carré, non. Richard rit. Quant aux équipements, j'ai quelques contacts dans le secteur hôtelier qui pourraient t'aider. Le plus important est d'avoir le bon concept et des personnes qui y croient. Pendant qu'ils discutaient, élaborant des détails et des possibilités, François ressentit un enthousiasme qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Ce n'était pas l'adrénaline de conclure une grande affaire ou de surpasser un concurrent, mais quelque chose de plus profond et significatif. « Nous devons parler à Thérèse quand elle reviendra », suggéra François. « Elle serait parfaite pour diriger la partie culinaire du projet. Et son fils Jean pourrait t'aider avec la partie technologique. Il développe des applications axées sur l'accessibilité. » Parfait. Une approche complète. Gastronomie, technologie et impact social. Richard fit une pause. Tu sais, François, quand j'ai vendu mon entreprise de construction et commencé à travailler sur des projets sociaux à Nice, beaucoup de gens ont pensé que je traversais une crise de la quarantaine. Peut-être que c'était le cas, mais c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Comment ça? J'ai construit des centaines d'immeubles au cours de ma carrière, mais aucun ne m'a donné la satisfaction que je ressens quand je vois un jeune qui est passé par notre programme. Obtenir son premier emploi ou ouvrir sa propre entreprise. La voix de Richard transmettait une conviction tranquille. C'est comme si je construisais enfin quelque chose qui durera plus longtemps que le béton et le verre. Les paroles de Richard restèrent avec François le reste de la journée, provoquant des réflexions sur son propre héritage. Que resterait-il quand il ne serait plus là? Des immeubles de luxe portant son nom, des comptes bancaires robustes, ou quelque chose de plus significatif, qui toucherait des vies réelles. Le vendredi, le dîner avec Julie fut une révélation. Le petit appartement qu'elle partageait avec une amie dans le quartier de Saint-Germain était accueillant et plein de personnalité, bien différent de l'esthétique minimaliste et impersonnelle que François avait préférée pendant si longtemps. Julie avait préparé des pâtes fraîches, maison avec une sauce tomate fraîche et du basilic, accompagnée d'une salade simple, rien d'extraordinaire en termes culinaires, mais préparée avec un soin visible qui rappela à François les repas de Thérèse. « C'est délicieux, Julie », complimenta-t-il sincèrement. « Tu as du talent. » Julie sourit un peu gênée. « C'est juste une recette basique. Mais merci. » La conversation pendant le dîner fut étonnamment facile. Ils parlèrent des études de droit de Julie, de ses projets après l'obtention du diplôme, et même de quelques cas où François pourrait offrir des perspectives du point de vue des affaires. « Tu sais, papa », commenta Julie en se servant du dessert, un flan maison qui rappelait celui que Carmen préparait autrefois. « Je pensais orienter ma carrière vers le droit environnemental. Il se passe tellement de choses dans ce domaine, surtout à l'interface avec le secteur immobilier. » François observa sa fille tandis qu'elle parlait avec passion des réglementations environnementales et de la responsabilité des entreprises. Il y avait une détermination dans ses yeux qui rappelait sa mère, mais aussi une perspicacité analytique qui, il devait l'admettre, venait probablement de lui. « Tu es devenue une femme incroyable, Julie », dit soudainement François, l'interrompant. « Et je suis vraiment désolé de ne pas avoir été aussi présent que j'aurais dû l'être. » Julie parut, surprise par la sincérité soudaine. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta rapidement de dissimuler. « C'est bon, papa. Je pense que nous avons tous les deux commis des erreurs. »« Non, ce n'est pas bon. J'ai priorisé les affaires et l'argent au détriment de ma propre fille. C'est une erreur qui n'a pas de justification. » François respira profondément.
Mais si tu es disposé, j'aimerais essayer de faire mieux à partir de maintenant. » Julie étudia le visage de son père pendant un long moment, comme si elle cherchait des signes d'insincérité. « Qu'est-ce qui a changé, papa? Tu sembles différent. » François réfléchit à la question. Qu'est-ce qui avait changé? Était-ce Thérèse avec sa sagesse simple et profonde? Était-ce les retrouvailles avec Richard et la perspective d'un projet significatif? Ou était-ce quelque chose en lui qui s'était enfin réveillé? Je crois que je commence à comprendre ce qui compte vraiment, Julie. Ça a pris du temps, mais j'apprends. Quand François rentra chez lui ce soir-là, il ressentit une clarté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. C'était comme si un brouillard s'était dissipé, révélant un chemin qui avait toujours été là mais qu'il avait refusé de voir. Le samedi, François se réveilla tôt, impatient du retour de Thérèse et Jean. Il y avait quelque chose dont il voulait discuter avec eux, une idée qui avait mûri pendant la conversation avec Richard et qui avait gagné encore plus de force après le dîner avec Julie. Quand la sonnette retentit en fin d'après-midi, François ouvrit la porte pour trouver Thérèse et Jean, tous, deux avec des expressions radieuses malgré la fatigue évidente du voyage. « Monsieur le Mercier !» s'exclama Thérèse, l'étreignant spontanément. « Comme votre cuisine m'a manqué. Celles de Marseille sont merveilleuses, mais la vôtre a déjà un petit morceau de mon cœur. » François se sentit touché par la sincérité du geste. « La maison n'a pas été la même sans vous, Thérèse. Je crois que je me suis habitué trop rapidement à la vraie nourriture. » Pendant que Thérèse allait ranger ses affaires dans la chambre de service, Jean resta dans le salon, observant François d'un regard pensif. « Ma mère semble plus heureuse en travaillant ici que je ne l'ai vue depuis longtemps, monsieur le Mercier. Merci pour cela. »« C'est moi qui vous remercie, Jean. Thérèse a apporté de la vie à cet endroit. » François indiqua le canapé. « En fait, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous deux. Une idée qui pourrait vous intéresser. » Quand Thérèse revint, François partagea le concept que Richard et lui avaient développé. Un centre de formation en gastronomie et entrepreneuriat qui fonctionnerait comme un restaurant-école et un incubateur de petites entreprises dans le secteur alimentaire. L'idée est de créer de véritables opportunités pour des personnes talentueuses qui n'ont pas accès aux écoles traditionnelles de gastronomie ou aux investissements nécessaires pour ouvrir leur propre entreprise, expliqua François. Et nous aimerions que vous, Thérèse, soyez la directrice culinaire du projet. Thérèse semblait abasourdie. Moi? Mais je ne suis qu'une cuisinière sans formation formelle, monsieur le Mercier. C'est exactement pour cela que vous seriez parfaite pour ce poste. Vous avez des connaissances pratiques, de la créativité et plus important, vous comprenez comment la gastronomie peut être un instrument de transformation sociale. François se tourna vers Jean. Et nous avons pensé à vous pour diriger la partie technologique, développer des applications et des plateformes qui aideraient les participants à gérer leurs entreprises et à atteindre plus de clients. Jean écarquilla les yeux. Ce serait incroyable. J'ai déjà quelques idées sur la façon dont la technologie pourrait démocratiser l'accès au marché gastronomique. Thérèse resta silencieuse pendant quelques instants, assimilant la proposition. Quand elle parla enfin, sa voix était chargée d'émotion. « Vous savez, monsieur le Mercier, le voyage à Marseille m'a touché d'une manière que je n'attendais pas. Voir la maison de ma grand-mère marcher dans les mêmes pièces où elle créait ses recettes, elle respira profondément. J'ai senti comme si je recevais non seulement une propriété, mais une mission. Et peut-être que ce projet est en fait partie. Vous envisagez donc d'accepter ?» demanda François, plein d'espoir. « Je fais plus qu'envisager. » Les yeux de Thérèse brillaient. « En fait, la maison de Marseille m'a donné une idée complémentaire. Et si nous en utilisions une partie comme extension du projet, un lieu d'échange culturel entre la gastronomie parisienne et provençale. Nous pourrions amener des cuisiniers traditionnels de Marseille pour des ateliers à Paris et vice-versa. » François sourit, impressionné par la vision de Thérèse. Ce serait parfait. Un pont culturel à travers la gastronomie. La cuisine française est une mosaïque d'influences, monsieur le Mercier. Régionale, méditerranéenne, européenne, nord-africaine, chaque région a ses techniques et ingrédients uniques. Imaginez le potentiel d'un projet qui célèbre cette diversité tout en créant des opportunités économiques. Au fur et à mesure que la conversation fluait, avec des idées construites et développées, François ressentit une certitude croissante qu'ils étaient sur la bonne voie. Ce n'était pas seulement un projet de responsabilité sociale ou une façon de donner en retour. C'était un nouveau but,
une manière d'utiliser ses ressources et connaissances pour créer quelque chose de véritablement significatif. Plus tard ce soir-là, après que Jean soit parti et que Thérèse soit allée se reposer, François s'assit sur la terrasse de son penthouse, contemplant les lumières de la ville. Paris, avec tous ses contrastes et contradictions, semblait différente maintenant. Ce n'était plus seulement le décor de ses réussites financières, mais un lieu vibrant et complexe, rempli d'histoire, de lutte et de possibilités, comme Thérèse le lui avait montré. Son téléphone vibra avec un message de Richard. « J'ai parlé avec mes contacts. Ils sont enthousiastes à propos du projet. Pouvons-nous nous réunir la semaine prochaine pour discuter des prochaines étapes ?» amenaient Thérèse et Jean. François répondit affirmativement, ressentant un enthousiasme qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. C'était comme si, après des années à construire des murs autour de lui, murs d'argent, de statues et d'isolement, il apprenait enfin à construire des ponts. 6 mois plus tard, François se trouvait dans un entrepôt rénové dans le Marais, admirant la transformation de l'espace. Ce qui était autrefois un dépôt abandonné d'une ancienne usine textile abritait maintenant les Saveurs & Savoirs, un centre culinaire qui combinait école de gastronomie, incubateur d'entreprise et restaurant-école. Les murs de briques apparentes avaient été préservés, mais étaient maintenant décorés de photographies grand format de cuisiniers traditionnels de diverses régions de France, capturés dans des moments de création culinaire. La zone centrale abritait une cuisine industrielle impeccable, avec des comptoirs disposés en demi-cercle autour d'une station principale, permettant aux instructeurs de démontrer des techniques à jusqu'à 20 élèves simultanément. Une mezzanine abritait l'espace technologique coordonné par Jean, équipé d'ordinateurs, où les participants apprenaient des notions de base d'informatique jusqu'à l'utilisation d'applications spécifiques pour la gestion d'entreprises gastronomiques, le marketing digital et les ventes en ligne. Et au cœur de tout cela se trouvait Thérèse, désormais officiellement directrice culinaire du projet, dirigeant l'équipe avec le même dévouement et enthousiasme qu'elle avait apporté à la cuisine de François des mois auparavant. « Qu'avez-vous pensé des changements dans l'agencement ?» demanda Richard, s'approchant avec une tasse de café. Il s'était temporairement installé à Paris pour suivre la mise en œuvre du projet, apportant son expérience en construction durable pour garantir que l'espace soit non seulement fonctionnel, mais aussi respectueux de l'environnement. « C'est parfait », répondit François, observant comment la lumière naturelle entrait par les larges fenêtres qu'ils avaient installées. L'idée d'utiliser des matériaux recyclés pour les comptoirs était géniale. « Tout le mérite revient à l'équipe de design de Louise », sourit Richard mentionnant sa fille, qui, enthousiasmée par le projet, avait convaincu quelques camarades de sa faculté d'architecture de développer le design d'intérieur comme projet de fin d'études. Ils ont vraiment compris l'esprit du lieu. L'inauguration officielle était prévue pour le lendemain et l'anxiété était palpable. La première promotion, composée de 30 personnes sélectionnées parmi des centaines de candidats, avait déjà été choisie. Le critère principal était le talent culinaire allié aux besoins économiques et au désir sincère d'entreprendre. Thérèse émergea de la cuisine, vêtue d'un uniforme blanc avec le logo coloré des Saveurs & Savoirs, un dessin stylisé qui mélangeait une cuillère en bois avec une pousse, symbolisant la nutrition et la croissance. « Monsieur le Mercier, Monsieur Dupont, venez goûter les amuse-bouches que nous avons préparées pour demain. Nous avons besoin de votre avis. » En la suivant jusqu'à la cuisine, François s'émerveilla une fois de plus de la transformation de Thérèse ces derniers mois. Elle portait toujours le foulard coloré au bras gauche, mais maintenant elle le faisait avec une fierté évidente, presque comme une marque de fabrique. La timidité initiale avait cédé la place à une confiance sereine de quelqu'un qui a enfin trouvé sa place dans le monde. Dans la cuisine, une équipe d'assistants, tous issus de projets sociaux partenaires, travaillait harmonieusement, préparant une variété de canapés qui mélangeaient techniques classiques et ingrédients typiquement français. « Essayez ceci d'abord », proposa Thérèse, présentant de petits disques de pâte feuilletée garnis de fromage de chèvre et de gelée de piment. C'est une réinterprétation du traditionnel provençal avec une touche contemporaine. François goûta, fermant involontairement les yeux devant l'explosion de saveurs. « Extraordinaire, comme toujours, Thérèse. Le secret est dans la gelée, expliqua-t-elle avec une lueur dans les yeux.
Nous l'avons faite avec des piments cultivés dans notre jardin vertical, celui que M. Dupont a insisté pour installer. Richard sourit, fier. La durabilité qu'on peut savourer, il n'y a pas d'argument plus convaincant. En dégustant d'autres créations, François réfléchit au parcours des derniers mois. Le projet avait évolué d'une idée initiale à quelque chose de beaucoup plus grand et significatif que ce que l'un d'entre eux avait imaginé. Ce qui avait commencé comme une initiative philanthropique s'était transformé en un modèle d'entreprise sociale innovante, attirant l'attention et le soutien de divers secteurs. Le Mercier Immobilier avait cédé le bâtiment par un contrat de commodat de 20 ans, tandis que la fondation de Richard avait fourni l'expertise technique et des connexions avec des fournisseurs durables. D'autres entrepreneurs, amis et anciens concurrents de François, impressionnés par l'initiative, s'étaient joints en tant que soutien, fournissant des équipements, du mentorat ou simplement en ouvrant des portes pour des partenariats stratégiques. Julie, la fille de François, était étonnamment devenue une collaboratrice enthousiaste, offrant des conseils juridiques gratuits aux participants du programme et aidant à structurer le modèle d'entreprise du projet de manière à maximiser son impact social tout en maintenant la durabilité financière. « Papa, tu es arrivé !» La voix de Julie interrompit les pensées de François. Elle entra dans la cuisine portant un dossier de documents. « J'ai enfin obtenu la certification d'entreprise B. Maintenant, les saveurs en savoir sont officiellement reconnus comme une entreprise qui génère un impact social positif. » François serra sa fille dans ses bras, ressentant une fierté qui dépassait toute réussite entrepreneuriale antérieure. Ces derniers mois, sa relation avec Julie avait fleuri d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. En travaillant ensemble sur le projet, ils s'étaient redécouverts l'un l'autre, construisant une connexion basée non seulement sur les liens familiaux, mais sur des valeurs et des objectifs partagés. « Cela mérite une célébration », déclara Thérèse, faisant un geste à l'un des assistants, qui apporta une bouteille de champagne français et des flûtes pour tous. « Un toast aux saveurs, un savoir », proposa Richard, levant son verre. « Et au pont que nous construisons, entre personnes, cultures et rêves. » Et à Thérèse, ajouta François, regardant avec gratitude la femme qui avait été le catalyseur de tant de changements positifs. Pour nous avoir appris que la vraie richesse réside dans les connexions que nous créons et dans l'impact que nous générons. Thérèse sourit, visiblement émue. Trinquons à nous tous et au nouveau départ. La vie est faite de cycles, et je crois que nous commençons tous l'un des plus beaux. Pendant qu'ils conversaient, Jean entra dans la cuisine accompagné d'une jeune femme que François reconnut comme l'une des sélectionnées pour la première promotion du programme, Sarah, une talentueuse cuisinière autodidacte d'un quartier de la périphérie parisienne. « Désolé d'interrompre, dit Jean, mais Sarah a eu une idée brillante pour l'application de livraison que nous développons, axée exclusivement sur les entrepreneurs des quartiers populaires. » Tandis que Sarah expliquait son concept, François observa la dynamique du groupe autour de lui, Thérèse guidant discrètement les assistants, Richard et Julie échangeant des idées sur les aspects juridiques de l'application, Jean expliquant des concepts techniques avec patience. C'était une symphonie de talents divers unis par un objectif commun. Plus tard ce soir-là, après que tous soient partis, François resta dans l'espace vide, absorbant le silence et réfléchissant à la transformation non seulement du lieu, mais de lui-même. Son téléphone vibra. C'était un message de Carmen, son ancienne gouvernante, qui se remettait maintenant dans une maison de repos dont François tenait à couvrir les frais. « Monsieur le Mercier, j'ai vu le reportage sur le projet dans le journal. Je suis très fier de vous. J'ai toujours su qu'il y avait plus dans votre cœur que vous ne le perceviez vous-même. » Le message toucha François profondément. Sans l'accident de Carmen, il n'aurait jamais connu Thérèse, et sa vie aurait probablement continué dans le même cycle vide d'acquisition et de réussite superficielle. Assis sur l'un des tabourets hauts de la cuisine industrielle, François tapa une réponse affectueuse à Carmen, promettant de lui rendre visite le week-end. En terminant, il remarqua qu'il n'était pas seul. Thérèse était revenue et l'observait depuis la porte. « Je pensais que tout le monde était parti », commenta François, surpris. « J'ai oublié mon agenda », expliqua-t-elle, s'approchant. « Mais en vérité, je crois que je suis revenu parce que je sentais que nous avions besoin d'un moment. Demain sera mouvementé, avec l'inauguration et tout le reste. » François acquiesça, comprenant. Ces derniers mois, avec le projet absorbant,
Tout leur temps, les moments tranquilles de conversation qu'ils avaient l'habitude d'avoir dans la cuisine de son appartement étaient devenus rares. « Comment vous sentez-vous, Thérèse? Avec tout ça ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé. Thérèse toucha doucement le comptoir en bois recyclé, comme si elle se connectait avec l'espace. « Vous savez, monsieur le Mercier, quand j'étais enfant à Cassis, ma grand-mère disait souvent que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Je n'ai jamais complètement compris ce que cela signifiait jusqu'à maintenant. » Comment ça? Pensez au voyage qui nous a amenés ici. Un accident a fait que Carmen s'absente, vous amenant à m'embaucher. Mon accident d'il y a des années a connecté nos histoires avant même que nous nous connaissions. Votre rapprochement avec Monsieur Dupont, l'héritage inattendu de la maison à Marseille, elle sourit. Tant d'événements qui, isolément, pourraient sembler déconnectés ou même négatifs, mais qui ensemble ont formé un chemin qui nous a conduits jusqu'ici. François réfléchit à ces paroles. C'était vrai, chaque pièce du puzzle, même les douloureuses, avait été nécessaire pour créer le tableau complet. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 52 ans, je reconstruirais ma vie. De cette façon, confessa-t-il. J'ai toujours pensé que le succès signifiait plus d'argent, plus de propriété, plus de pouvoir. Maintenant, je vois que je construisais une prison, pas une vie. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Monsieur le Mercier, la vie est généreuse en nous donnant des opportunités, même quand nous pensons ne pas les mériter. Thérèse ajusta le foulard coloré qui couvrait son bras, un geste que François avait observé d'innombrables fois, mais qui semblait maintenant chargé d'une signification spéciale. Vous savez, Thérèse, je crois que je ne vous ai jamais adéquatement remercié pour ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez donné un emploi quand j'en avais besoin, répondit-elle simplement. Et maintenant, une opportunité que je n'aurais jamais rêvé avoir. Non, Thérèse, vous m'avez donné beaucoup plus. François chercha les mots justes. Vous m'avez appris à voir au-delà des apparences, à valoriser les connexions authentiques, à trouver un but au-delà de l'accumulation. Vous avez ramené de la saveur dans ma vie, et je ne parle pas seulement de la nourriture. Les yeux de Thérèse brillèrent d'émotions contenues. Je crois que les personnes entrent dans nos vies pour une raison, monsieur le Mercier. Parfois pour une leçon, rapide, parfois pour un long voyage. L'important est d'être ouvert pour apprendre de chaque rencontre. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant l'espace qui symbolisait tant pour eux deux, un nouveau départ, une seconde chance, un pont vers un avenir différent. Demain sera un grand jour, dit finalement Thérèse, se levant. Nous devrions nous reposer. François acquiesça, ressentant une paix intérieure qu'il avait cherchée sans le savoir durant toute sa vie adulte. Merci Thérèse, pour tout. Nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand maintenant. Monsieur le Mercier, et ce n'est que le début. Le lendemain, lorsque les portes des Saveurs and Savoirs s'ouvrirent officiellement, François observa avec émotion le flux de personnes qui entraient, les élèves sélectionnés, beaucoup venant de quartiers défavorisés, les yeux brillants d'espoir. Des journalistes curieux de cette initiative inhabituelle d'un homme d'affaires connu pour son impitoyabilité dans les affaires. Des soutiens et partenaires impatients de voir le résultat de mois de planification et de travail. Au centre de tout, Thérèse dirigeait la cuisine avec une autorité tranquille, son bras couvert par le foulard coloré n'étant plus un symbole de limitation, mais de dépassement et d'identité. À ses côtés, Jean coordonnait l'équipe technologique, traduisant des concepts complexes en langage accessible pour des personnes qui, dans de nombreux cas, avaient un contact limité avec les ordinateurs. Richard et Julie circulaient parmi les invités, expliquant les détails du projet, tandis que François observait tout depuis un coin plus discret, ressentant une émotion différente de tout autre qu'il avait déjà éprouvé. Ce n'était pas la satisfaction éphémère de conclure une grande affaire ou d'acquérir un symbole de statut supplémentaire. C'était quelque chose de plus profond et durable, la sensation de contribuer à quelque chose de plus grand que lui-même, d'utiliser ses ressources pour créer de véritables opportunités de transformation. En regardant Thérèse démontrer une technique de coupe à un groupe attentif d'élèves, François se souvint du jour où il l'avait vue pour la première fois, debout timidement à l'entrée de son appartement, le bras soigneusement couvert, mais avec une lueur déterminée dans les yeux qui suggérait une force intérieure extraordinaire.
Ce moment-là, il n'aurait pu imaginer comment cette femme transformerait sa vie, apportant non seulement des saveurs à sa table, mais de la sagesse à son âme. Et maintenant, ensemble, ils multipliaient cette transformation, créant un espace où les talents pouvaient s'épanouir, où les histoires de dépassement pouvaient en inspirer d'autres, où la nourriture n'était pas seulement un soutien pour le corps, mais un catalyseur pour des changements profonds. Quand Thérèse regarda dans sa direction et sourit, François se sentit complet d'une manière que tout son argent et son pouvoir n'avaient jamais pu lui procurer. Dans son cœur, il remercia silencieusement toutes les circonstances, même les douloureuses, qui l'avaient conduit jusqu'ici. Les Saveurs and Savoirs n'étaient pas seulement un projet social ou une nouvelle entreprise, c'était un témoignage vivant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour redécouvrir un but, pour apprendre que la vraie richesse réside dans les connexions que nous créons et dans le bien que nous générons autour de nous. Et tandis que l'arôme d'épices fraîches remplissait l'air et que le son de conversation animé résonnait dans l'espace, François Lemercier, l'autrefois solitaire roi du mètre carré,